La transition est donc tout à fait naturelle et harmonieuse vers l'intervention suivante à deux voix. Donc, nous avons le plaisir de recevoir Annick Tabé, qui est donc très investie dans ces amotismes qu'on ne présente plus, et Mireille Lemayeux pour l'URAFRA, qu'on ne présente également plus. Et toutes les deux vont nous faire part de leur savoir expérientiel, justement, dans le cadre d'un sujet qui nous tient particulièrement à cœur à Lyon, qui est la question des freins et des leviers pour améliorer la citoyenneté des personnes. Merci beaucoup à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, nous remercions bien évidemment le CRA et le comité scientifique de nous permettre de prendre la parole au nom de toutes les personnes autistes et de toutes les familles que nous représentons dans la région et dans le mouvement national en France. C'est mieux. Avant de commencer, j'aurais aimé faire une petite remarque par rapport à l'intervention précédente. Je ne me sens pas du tout comme étant rétablie, ni étant dans le rétablissement. Je sais pas, c'est comme si on disait que nos enfants étaient guérissables. Par ailleurs, je me sens une maman complètement détériorée, pour reprendre les termes qui ont été utilisés tout à l'heure. Alors, nous allons commencer notre présentation à deux voix. Alors, le thème, bien sûr, vous l'avez vu, citoyenneté, freins et leviers. Alors, évidemment, nous sommes tous des citoyens égaux en droit. Ça semble une évidence, mais sur le terrain, ce n'est pas du tout le cas. D'ailleurs, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui date de 1789, le rappelait déjà. Alors, les textes ne manquent pas. Déclaration universelle des droits de l'homme, en 1948, etc., jusqu'en 2006, Convention de l'ONU que vous connaissez. Précisément, cette convention de l'ONU que la France, les États européens l'ont signée, et la France l'a signée en 2010, elle rappelle que le concept de citoyenneté implique la pleine et effective participation à la société sur les bases de l'égalité avec les autres. Et l'article 1 rappelle que le respect de la dignité intrinsèque de l'autonomie individuelle, y compris évidemment la liberté de faire ses propres choix, et puis l'indépendance de la personne. Alors en France, on en parle depuis... Bien avant la loi Chaussy, laquelle loi Chaussy a permis de faire reconnaître l'autisme comme un handicap, ce qui a changé pas mal de choses pour les familles et les personnes, ne serait-ce qu'au niveau de la reconnaissance de leurs besoins, en tout cas du début de la reconnaissance de leurs besoins et d'une aide matérielle. Et en 2002, la plainte d'Autisme Europe au Conseil de l'Europe contre la France a permis de condamner la France par rapport à sa prise en charge, sa non-prise en charge, en tout cas à la non-éducation des personnes autistes en France, ce qui a déclenché 6 années plus tard les plans autisme. 2002, la loi du 2 janvier, on en a parlé hier, 2005 également. Donc en 2008, on a le premier plan autisme qui a commencé à dessiner un certain nombre de décisions, en tout cas de recommandations par rapport à la prise en charge, par rapport à l'accompagnement des personnes autistes, essentiellement auprès des enfants. Il se terminera, pour le moment, on en est au 4e plan autisme qui correspond à la stratégie de l'autisme et aussi des troubles du neurodéveloppement, on en a parlé hier, et qui se termine en 2002. Alors je ne sais pas exactement ce qui va se dessiner 2022. après. 2022, pardon, oui. 2018, on a vu la CNSA, 2019, on passe vite, vous avez vu qu'il y a beaucoup de textes. Les textes, les rapports, les missions, les instances compétentes sur le handicap sont pléthoriques dans notre pays. Sur le papier, on le reconnaît, depuis déjà quelques années, il existe bien une nouvelle dynamique pour favoriser l'expression, la représentation et l'exercice des droits de la personne en situation de handicap, dont les personnes avec autisme. Mais les freins sociaux et culturels persistent.
Malgré une politique volontariste en faveur des personnes autistes, après 4 plans dont je vous ai parlé, et pour rattraper le retard, enfin je ne sais pas quand, un très grand nombre de personnes autistes vulnérables restent encore à l'écart de la vie citoyenne et sociale, vous le savez tous. Les entraves et les limitations sont nombreuses. Le handicap, déjà en tant que lui-même, est une forme de privation de liberté, on le voit bien, et comme toute personne en situation de handicap, la personne autiste vulnérable est soumise à des limitations de fait. Elle relève de droits spécifiques, des droits à la compensation, soumis à des critères d'éligibilité par l'autorité publique. On a bien vu que, notamment, le fameux GEVA n'est pas du tout adapté aux particularités, en tout cas très très peu adapté aux particularités de l'autisme, et nous bataillons pour que nos enfants, nos adolescents et nos adultes puissent avoir une reconnaissance de leurs besoins au sein de ce qui est défini au niveau des besoins par les MDPH. Alors, la personne handicapée par suite d'autisme, elle reste tiraillée, encore aujourd'hui, entre des dispositifs de droit commun qui sont peu accessibles, alors en nombre, en proximité, en diversité. On l'a évoqué hier, les difficultés, les lacunes dans la formation des personnels en charge de nos enfants. Le reste à charge, bien souvent, qui est important pour les familles parce qu'elles ne remplissent pas tout à fait les critères d'éligibilité qui leur permettraient d'obtenir des aides telles que prévues dans le Code de l'action sociale et des familles. Elles restent tiraillées donc entre des dispositifs de droit commun qui sont peu accessibles et des dispositifs spécifiques, collectifs, dans lesquels, malheureusement encore trop souvent, la personne autiste, elle vit à part de la société sociale ordinaire, avec les restrictions de liberté qui sont induites par, quand elles sont dans le secteur médico-social, les règlements de l'aide sociale, les 25 jours de sortie autorisés annuels par an, les 1 week-end sur 2 pour des retours en famille. Ça c'est souvent un petit peu difficile à accepter, et pour les familles et bien sûr pour les personnes. Et puis la liberté d'aller et venir, donc, comme je vous l'indiquais, et puis évidemment la lourdeur de la vie collective, même si c'est en petites unités. Aujourd'hui, en Europe, et donc en France, pour l'autisme comme pour tous les autres handicaps, les mots que l'on entend et que l'on va retenir, ce sont les suivants: démédicalisation, désinstitutionnalisation, autodétermination, vie autonome. Quand je dis désinstitutionnalisation, il faudra y mettre des nuances. C'est plutôt transformation de ce que nous, en France, nous avons dans notre secteur dit médico-social aujourd'hui. Alors, c'est donc une approche par les droits, voilà, que nous revendiquons. Alors, les avancées... Pardon. Oui, les avancées, nous en avons beaucoup parlé hier, le repérage, le diagnostic, mais après, c'est là où le bas blesse. Alors, encore une fois, je vais aller vite parce que nous avons hier entendu les installations, le développement des PCO qui a été vraiment une grande avancée, des interventions plus précoces et mieux ciblées, des plans de compensation qui sont plus largement accordés, même si on déplore encore, et ça vraiment partout en France, le manque de services d'accompagnement à domicile qui permettrait d'améliorer ô combien la scolarisation, qui est l'avancée la plus notable à l'heure actuelle avec l'école inclusive et l'école de la confiance. On en a aussi parlé hier. On nous a tout à fait présenté les avancées en nombre et en qualité pour l'accueil des enfants en milieu ordinaire avec un accompagnement individualisé si nécessaire, ou dans des classes spécifiques, ou dans des dispositifs type ULIS, ou type UEMA, UEA, et une unité externalisée pour les secteurs du médico-social. Le diagnostic adulte progresse, mais encore insuffisant. Les ULIS pro, c'est-à-dire en lycée professionnel, se développent peu à peu. La première ULIS en lycée professionnel à Lyon s'est ouverte en 2005 et depuis, il y en a quand même un certain nombre dans la région.
La formation professionnelle, les apprentissages en milieu protégé comme en milieu ordinaire, l'accompagnement à l'emploi, les stages en entreprise, on verra plus tard l'importance que ça peut avoir, les ateliers pour le développement d'ateliers pour les habiletés sociales, la psychoéducation, le CRA Rhône-Alpes développe ce qu'on appelle l'atelier des aidants, qui correspond tout à fait à ce qu'a dit Amaria, mais bon, il y a chaque fois beaucoup de listes d'attente au niveau des parents, que ce soit pour les enfants que pour les adultes. Alors bien sûr, il faut continuer à développer l'accès pour toutes les personnes qui le peuvent à un travail, à un emploi ou à des actions de bénévolat qui ont du sens. Il faut accélérer l'accès à un habitat autonome, partagé, accompagné, qui réponde aux choix de chaque personne et de sa famille. Je rajouterai, quelles que soient les difficultés de la personne à ce moment-là, c'est l'adaptation de l'accompagnement qui est variable. Chaque personne autiste doit pouvoir avoir accès à la vie citoyenne, quelles que soient ses limitations apparentes. Ça rejoint ce que je viens de vous dire. Alors, l'accès à la citoyenneté pour toutes les personnes autistes. Parce que, comme dans tout à chacun, chaque personne autiste a des capacités, des forces, des talents, et il faut s'attacher à les découvrir et à les développer. C'est comme toute personne, hein, en réalité. Et la personne autiste est d'abord une personne. La représentation de l'autisme est souvent déformée dans un sens ou dans un autre. Les personnes autistes douées de talents exceptionnels, il y en a relativement peu, mais ils sont mis en avant. Les personnes autistes présentant un comportement très inadapté, on l'a bien vu aussi avec le film Hors Normes. Alors, bien sûr, les personnes sans difficulté cognitive sont moins en difficulté, on va le dire comme ça, pour exercer leur droit à la citoyenneté. Par contre, un grand nombre de citoyens autistes présentent un retard cognitif ou un polyhandicap, et ces personnes, précisément, restent absolument dépendantes de l'environnement pour exercer leur citoyenneté. Et la première démarche vers la citoyenneté est de les accompagner vers une certaine autonomie, à développer et à soutenir tout au long de la vie. Quand un professionnel nous dit « ce n'est plus un enfant, je ne m'en occupe plus », c'est terminé ça, c'est toute la vie. Et soutenir aujourd'hui, c'est être citoyen pour une personne autiste, c'est trouver l'aide dont elle a besoin pour exercer ses droits à chaque étape de sa vie et durant toute sa vie, ça on ne le dira jamais assez. Cela commence par mettre en place précocement l'éducation structurée, déjà en famille. On a développé dans les interventions précédentes l'importance de la formation, etc. À l'école, et j'insiste sur le côté formation, ce que nous revendiquons depuis les années 80. Et puis, aider la personne, la soutenir, c'est lui apporter de façon continue et intense l'aide à l'expression et à la communication. Parce que beaucoup, malheureusement, sont privés de cette possibilité spontanée de s'exprimer et de communiquer et de faire connaître leurs choix. Bien sûr, nous avons aujourd'hui des outils et des supports divers. Tous les stands en bas nous montrent la richesse de tout ce qui est possible, de tout ce dont il est possible de disposer. Alors, développer l'aide à l'autodétermination, apprendre à la personne, comme je le disais, à faire des choix, à décider pour elle-même, à s'affirmer à chaque étape de sa vie et à devenir, autant que faire se peut, un acteur social à part entière. Eh bien, évidemment, pour l'aider à ça, il faut offrir une palette de dispositifs de compensation, que ce soit, comme on l'avait déjà évoqué, des services d'accompagnement à domicile, des services d'accueil de jour, des services résidentiels. Et bien sûr, il nous faut des professionnels formés en nombre suffisant. Et je fais une petite parenthèse rapide parce que tout le monde connaît aujourd'hui la grande difficulté du secteur médico-social et du secteur sanitaire pour recruter et former et valoriser les personnes au service de nos enfants.
c'est vraiment un réel souci. Bien sûr, pour tout ça, il faut s'appuyer sur l'expertise et l'implication qui sont complémentaires de nombreux acteurs, les acteurs du secteur associatif, les acteurs du secteur solidaire, les acteurs du secteur social et médico-social, et évidemment sanitaire, et s'appuyer sur l'expérience et l'engagement des personnes autistes elles-mêmes. On en a eu pendant ce colloque des exemples où les personnes autistes sont venues témoigner et nous proposer des solutions et leur expérience et leur expertise. Et bien sûr, pour les personnes qui ne peuvent pas s'auto-représenter, ce sont les familles et leurs proches qui peuvent les aider. Bruno, d'ailleurs, tout à l'heure a rappelé qu'il était important que les personnes autistes soient présentes dans toutes les formations, y compris pour les familles. Sensibiliser la société au handicap et à l'autisme en particulier, c'est faire en sorte de mieux le faire connaître. Et ce sont des difficultés communes à tous les types de handicap, et communes aux personnes autistes afin de leur ménager un accueil adapté et bienveillant. Favoriser l'inclusion la plus large dans chaque aspect de la vie sociale, politique, économique et culturelle, dans tous les espaces de droit commun, comme tout un chacun. Créer une nouvelle dynamique, enrichir et renouveler les modes d'action de chacun, personnes autistes, familles, professionnels, aidants et toute la société en général. Alors, soutenir aujourd'hui et préparer demain. Alors, la pleine citoyenneté, on le sait, ne se décrète pas. C'est un processus, c'est un chemin à construire pour chacun avec l'aide de son environnement, quel qu'il soit, en partant évidemment des besoins et des possibilités de la personne. Je crois qu'aujourd'hui, on a compris qu'il fallait dépasser la logique de la prise en charge. C'est un mot c'est une expression qu'on a essayé d'éradiquer, mais elle revient quand même parce qu'on n'en a pas trouvé une meilleure, mais elle n'est pas très adéquate. Prise en charge, non, accompagnement plutôt au sein d'une institution ou d'un service. Il faut dépasser cette logique-là. Il faut que les professionnels, les accompagnateurs, les intervenants puissent réaliser avec la famille, avec la personne d'abord et sa famille, la co-construction des réponses qui sont adaptées à ses attentes et aux besoins de la personne. La prise en charge, Jean-François Chaussy propose prise en compte. Oui. Alors, nous allons vous proposer une palette de solutions pour l'âge adulte, que pour certaines nous avons réalisées, ou en tout cas que nous sommes en cours de réaliser, et on ne dit pas expérimenter, parce que dans d'autres pays, c'est clair que ça marche bien. Donc, un habitat autonome, un habitat collectif pour répondre également aux souhaits de certaines personnes autistes plus dépendantes. Comme je disais tout à l'heure, tout dépend de la nature de l'accompagnement. Cet habitat doit être bien inséré dans l'espace public, ouvert, soucieux d'individualiser les solutions, en un mot, plus inclusif. Géré par des acteurs du secteur du handicap et par une équipe professionnelle structurée et formée. Il faut développer des projets pilotés et gouvernés par les personnes autistes elles-mêmes. Je pense au groupe d'entraide mutuelle spécifique autisme. À ce propos, je fais une petite parenthèse. Le GEM de la métropole est en train de rechercher un animateur coordinateur à temps partiel. Et j'aurais bien aimé que ce soit une personne autiste, parce que l'association que je préside au niveau local est marraine de ce GEM, et être en binôme avec une autre personne, je trouve, est extrêmement riche et même pour moi indispensable. Voilà, et puis pour aider pour aider dans la jungle de tout ce qui est possible et tout ce qui existe, il faudrait mettre en place et à disposition de toutes les personnes et de leurs familles de vrais coordonnateurs de parcours. Alors je sais que c'est un petit peu dans les tuyaux, mais il va falloir vraiment les mettre en place, qui donnent accès en effet à l'ensemble des informations sur les droits et sur toutes les ressources possibles, disponibles dans tous les territoires pour chaque personne. Il faut intégrer, on en a parlé, la pair-émulation,
Et il faut donner, donner en général aux personnes autistes la possibilité, à terme, de choisir réellement le type d'intervention, leurs intervenants éventuellement, ou leurs accompagnateurs, afin que chaque personne puisse avoir un parcours de vie choisi, en accord avec ses besoins. Oui. Alors, accompagner vers l'autonomie, c'est vraiment une urgence de faire seul. Prendre le bus, aller au cinéma, faire les courses et la cuisine, etc. Avec des apprentissages adaptés et souvent très longs, toujours à consolider, parfois jamais acquis, ça il faut se le dire, quelquefois toujours accompagné. Voilà, il ne s'agit plus de faire à la place des personnes, mais de les aider à développer leur capacité à se mobiliser elles-mêmes dans la mesure de leurs possibilités. Évidemment, au-delà des aspects pratiques, la question de l'autonomie, elle se pose également en termes psychologiques ou cognitifs. On le sait maintenant, pour les personnes qui vivent qui sont accompagnées par des services quels qu'ils soient, le projet de vie personnalisé est bien réel. Il est avec des objectifs adaptés, il doit être avec des objectifs adaptés et ajustés et vérifiés temporairement, régulièrement, ajustés aux besoins et aux capacités de chacun. Pour parvenir à la co-création avec la personne accompagnée et avec sa famille, et mettre en place pour chaque personne des stratégies de compensation importantes. Alors évidemment, on recherchera l'équilibre dans chaque projet de vie entre la liberté individuelle et l'autonomie, mais d'autre part les besoins de sécurisation, de protection et de soins quotidiens, c'est-à-dire que faire, mais chaque fois dans un contexte sécurisé. La transition vers la pleine citoyenneté, la dynamique inclusive doivent toujours s'accompagner d'une vigilance constante, ça va avec la sécurité, pour ne pas laisser la personne se mettre en réel danger, ce qui est très facile, notamment en milieu urbain, mais même en milieu rural. Alors oui, on a souligné tous les progrès, on a souligné toutes les attentes, tout ce qui est en cours de se réaliser, mais d'une façon générale, on peut dire qu'on est encore loin du compte. Alors justement, là, il est urgent de convaincre les personnes elles-mêmes, leurs familles, leurs accompagnants, leurs aidants. On entend souvent « oh, il n'y arrivera jamais », alors que vous verrez que c'est souvent et majoritairement possible. Il faut du temps. Donc on dit transformer, ouvrir des modalités d'accueil transformer, ouvrir les modalités d'accueil actuelles, développer des propositions alternatives à celles que nous avons créées précédemment, comme les GEM, on en a parlé tout à l'heure, l'habitat partagé, habitat autonome, l'accompagnement à l'emploi, psychoéducation, habileté sociale, on en a déjà parlé, qui se développent. Donc les mots, les verbes qui nous sont venus à l'esprit, là, elles sont peut-être pas dans l'ordre, mais en tout cas innover, on en a parlé dans ce colloque, assouplir, créer des passerelles, faire bouger un petit peu les lignes pour améliorer tout, valoriser les personnes, valoriser les personnes qui les accompagnent, équilibrer entre l'autonomie complète et les besoins de sécurité, renforcer tout ce qui existe, transformer, on en a parlé, et puis on répète ce qu'on a dit hier au nom de toutes les personnes en situation de handicap. Rien ne se fera pour nous sans nous. Alors, on le réaffirme, dans chaque personne autiste, il y a des capacités, des forces et des talents. Et pour chaque personne autiste, l'accès à la vie citoyenne, en dépit des difficultés apparentes, doit être à tout prix recherché. Et on doit les aider à la trouver. Alors nous allons vous proposer des exemples concrets, dans notre région essentiellement, de participation à la vie citoyenne de personnes autistes, par exemple avec le vote, le travail, le mode d'habitat, les activités culturelles, sportives, sociales, au sens large. Voilà. Yael, est-ce qu'il y a des élections bientôt? Est-ce que vous allez y participer? Oui, comme les dernières fois, c'est avec les élections pour la mairie du 2e ou la mairie de Lyon. Je crois, un truc comme ça.
les municipales. Oui, Vous pouvez exercer complètement vos droits de citoyen. totalement. Gaël est un jeune étudiant en BTS de comptabilité que j'ai rencontré aux Journées mondiales de l'autisme le 2 avril. Et il a volontiers parlé, là je vous ai donné un court extrait sur le vote, mais c'est un jeune autiste qui exerce pleinement tous ses droits de citoyen. J'ai été très heureuse de faire sa connaissance. Alors maintenant, je vais vous proposer 2 exemples comment dans un FAM, un foyer d'accueil médicalisé pour personnes autistes à Lyon, qui s'appelle le Carré Sésame, nous avons Guillaume qui va vous expliquer comment il a pris part aux élections présidentielles dernières. Alors là, il faut que j'appuie... Ah non, pardon, il faut que j'appuie sur là. Comment ça se fait là? Comment je fais là? Voilà. Tu mets dessus. Non. Excusez-moi, petit bug. Ben non. C'est non, je ne peux pas passer la petite... C'est là. Ah oui, voilà. J'habite. Je m'appelle Guillaume Dossou, j'ai 34 ans. J'habite au Carré Sésame. Après, je vais faire ça. Je suis allé voter dimanche Ça, tu veux que je fasse, avec tu une veux. enveloppe et une feuille pour mettre dans l'urne. Et je votais pour le président de la République. Merci. Pendant que vous écouterez Cindy, vous pourrez lire comment les accompagnateurs au Carré Sésame ont procédé pour mettre en place l'élection des représentants des résidents au CVS de l'établissement. Bonjour, je m'appelle Cindy. Je suis présidente de CVS. Je suis élue par le résident. CVS, on parle de l'activité. Il y en a 4 qui l'aiment, il y en a un qui l'aime pas. Voilà. Donc, nos 2 résidents, Guillaume et Cindy, et bien évidemment tous les autres, on leur a proposé d'apprendre à voter. Et vous voyez que pour Guillaume, ça a été évidemment au niveau du vote national, et pour Cindy, plus modestement, au niveau du CVS, mais elle est parfaitement consciente de ses attributions de présidente du CVS de son établissement. Des personnes autistes au travail, il y en a déjà depuis plus de 30 ans dans certaines structures. Elles peuvent travailler dans des serres, elles peuvent travailler dans une lingerie, comme Valérie que vous voyez à l'écran, dans une cuisine, ou traire une vache pour récolter du lait et faire des beaux fromages. La personne que vous voyez en ce moment a 55 ans, elle est non-verbale, et elle remplit parfaitement un travail de fromagère produisant des fromages aux normes européennes à la ferme de Belchamp qui comprend une exploitation agricole au sein même de ce foyer de vie. Consciencieusement, elle s'applique à faire son job de nettoyer ces fromages, pendant que les jours avant, d'autres avaient récolté le lait des jolies vaches de la ferme de Bellechambre, l'avaient ensuite transformé en fromage. La brique cendrée est fameuse, je vous invite à aller la goûter un jour si vous passez par Sainte-Marie-du-Touvet. Et puis, une autre équipe va vendre les fromages sur les marchés ou les livrer au supermarché ou chez des particuliers. D'autres exemples de partenariats pour une inclusion sociale, toujours à Lyon, aux femmes Le Carré Sésame. Certains résidents vont travailler à mettre des étiquettes sur des bocaux dans une entreprise avec laquelle nous sommes partenaires qui s'appelle Capucine et Gaston. Aux petites cantines aussi, où on leur donne la possibilité de préparer un repas, ou à l'épicerie de main, où ils vont prêter main forte à l'équipe et mettre en rayon ou décartonner.
On commence tôt au RIL du centre administratif de Lyon. Et comme chaque mardi et jeudi de la semaine, on y accueille Étienne. Allez, à nous, Étienne. Et donc, ce jeune homme était en lycée d'enseignement professionnel, la première Ulysse ouverte à Lyon. Étienne a 20 ans et est atteint d'autisme. Malgré son handicap, il est scolarisé en lycée d'enseignement professionnel et est en apprentissage ici depuis un mois. Mon travail consiste à l'aider à finir son apprentissage et qu'il intègre une équipe de travail comme ici, pourquoi pas. Et qu'il soit autonome, qu'il vienne ici tout seul, qu'il travaille, qu'il soit rémunéré. Voilà, c'est ça le but. J'ai peur qu'on se fasse à la catastrophe. Mais non, tu ne vas pas faire catastrophe. Si tu fais une catastrophe, c'est pas grave. Tu m'as dit que c'était pas la fin du monde, hein? Ce n'est pas la fin du monde. Ça fait un an que je suis Étienne. Et vu les progrès qu'il a fait, les paliers qu'il a franchis, soit au niveau du travail, de sa concentration, j'ai l'espoir vraiment que d'ici 2 à 3 ans, il pourra être autonome à certains points, mais pour intégrer une équipe, c'est une conviction pour moi. Oh, vous avez un pamplemousse, monsieur. Vous avez un pamplemousse? La dernière assiette. Si tu veux, vas-y, monsieur. Fais-toi plaisir. L'autisme est un problème dans notre pays, car encore méconnu ou mal compris. Mais quand on voit qu'ayant bénéficié d'un accompagnement éducatif et adapté à son handicap, et ça depuis sa plus jeune enfance, Étienne est ce qu'il est aujourd'hui, on pourrait espérer une situation meilleure pour les centaines de milliers de personnes atteintes d'autisme en France. Alors aujourd'hui, Étienne a un CDI dans une autre cuisine collective. Seulement pour avoir ce CDI, à la fois l'équipe éducative, le rectorat d'ailleurs, et la famille ont demandé à ce qu'il reste une année de plus. Vous avez entendu qu'il avait 20 ans. Reste une année de plus dans le lycée. La MDPH de la période s'est opposée. Aujourd'hui, Étienne a 34 ans. La MDPH s'est opposée à ce qu'il reste une année de plus, alors que tout le monde était très favorable. Donc la famille est passée devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de la région. La MDPH a fait recours. La famille a été obligée d'aller au tribunal national du contentieux de l'incapacité. Ce jeune homme a pu rester une année de plus au lycée, qui a été décisive par rapport à son travail et par rapport à un CDD dans une cuisine collective. Donc, quand on parle de la détérioration des familles et du stress, je pense qu'elle a donné cette famille-là. Oui. Oui. Pour un jeune, partir de chez ses parents, s'installer chez soi, c'est un horizon formidable, mais aussi stressant. Cet horizon peut devenir inatteignable pour une personne autiste. Comment la société peut-elle prendre le relais de parents âgés ou qui ne sont plus en capacité de garder leurs jeunes à la maison ? Logited est un habitat partagé et accompagné qui verra le jour début 2022. Dans le même bâtiment se trouve le groupe d'entraide mutuelle autisme de la métropole. L'objectif est de permettre à l'adulte autiste de trouver sa place au sein de la société selon ses capacités. Ce projet vise à développer l'autonomie par un cadre de vie favorisant la vie sociale dans un environnement sécurisant et par une ouverture accompagnée vers la société. Il y a plusieurs équilibres recherchés entre collectivité et vie individuelle, entre lien social et un chez-soi, entre protection et autonomie. Il s'adresse à un public en formation ou en emploi ou en capacité de l'être. Chaque occupant est locataire. Logited sera implanté à Villeurbanne dans un immeuble neuf, place de la Reconnaissance, au cœur de la cité, proche des commerces, des services et en lien avec des associations locales. Cet habitat a ouvert lundi dernier. C'est un scoop.
Je pense que c'est juste des diapos. Donc travailler, voter, travailler, habiter. Se divertir, se cultiver. Donc d'ailleurs, à proximité de cet habitat, il y a une MJC, il y en a même deux, puisqu'il y a celle de Villeurbanne et puis celle de Lyon-Montchat. L'association Areval a créé, en tout cas les familles ont créé, puisque un des parents est administrateur d'une des MJC, donc la MJC n'avait pas besoin d'être formée, puisque c'est le rôle que le parent a eu de sensibiliser tous les participants, a créé des ateliers de création plastique, créé un atelier d'activité théâtre pluriel, et ça marche très bien, il y a beaucoup de monde, et notamment l'atelier de création plastique est d'accès gratuit, parce que on avait observé qu'un certain nombre de personnes ne pouvaient pas accéder pour des raisons économiques à des loisirs. Donc on a commencé par récolter quelques sous, et notamment je salue l'Olympique Lyonnais qui nous a aidés à financer le matériel pour la création de l'atelier de création plastique à la MJC. Voilà, et quelques années auparavant, peut-être même 15 ans auparavant, certains artistes autistes qui avaient fait des tableaux de peinture dans un atelier ordinaire de la Croix-Rousse avaient été soutenus par Apicil et puis d'autres fondations pour créer un magnifique livre. Et nous avions demandé à des artistes du cinéma, de la danse, de la littérature, des arts en général, de réagir à chaque œuvre des artistes autistes. Et nous avions publié un magnifique livre qui s'appelle « Peinture d'autistes, paroles d'artistes ». Ça avait été vraiment un événement merveilleux de voir, pour le vernissage qui avait eu lieu sur un bateau à Lyon, nos artistes autistes cravatés avec des belles robes. C'était des premiers actes de citoyenneté, il y a déjà plus de 15 ans, je crois bien même 18 ans. Et puis évidemment, on les souhaite présents et acteurs dans tous les axes de la vie, que ce soit au Téléthon, que ce soit dans des Olympiades, où vous voyez Christian Chabal là, qui remet des médailles, que ce soit au Parc de la Tête d'Or pour faire du vélo comme n'importe qui, ou dans une chorale, ou bien être en capacité de réaliser un journal, faire des interviews, et évidemment aller à l'école et être employé dans un bureau ou dans un emploi qui convient. Voilà, merci pour votre attention. Un grand remerciement à tous les accompagnateurs et à tous les salariés de l'association Sésame Autisme qui m'ont fourni de précieux renseignements et de précieuses images. Et merci à toute l'équipe de l'URAFRA, de l'Union régionale autisme des associations de familles Auvergne-Rhône-Alpes, pour l'aide et l'entraide qu'elle développe. Alors nous...